ice behind my stone cold eyes. I turn to ashes, but only just sometimes. Inhale your smoke, but you still act surprised. It's not my fault when we end up capsized. You call me crazy now, but you don't understand. Il ne respecte pas ce qu'on appelle canapa. C'est pour ça qu'on a dit maintenant, il faut pousser les activités à la femme. Ils vont décrire leur propre effort. Parce que l'idée, c'est lui. Après l'idée, il crée le projet à partir de lui. C'est pour ça là, comme ça. Donc, il faut ça. I'm calling out to you. Can you hear a thing? Cause you lit the match that ignites the flame. I'm the TNT, but you're the spark to blame. And it's fire, burning holes inside my brain. Feel the fire, keep the melters down again. Now it's pouring through my veins, but I said you're the spark to blame. And it's fire, burning holes inside my brain. Fire. Je pouvais diffuser quotidiennement. Et aujourd'hui, on a des outils, je peux diffuser du contenu, 3 contenus par jour en pilotage automatique. Et ça facilite le fait d'être découvert. Donc, voici mon cadeau pour vous aujourd'hui. Il vaut quand même beaucoup d'argent. Utilisez la plateforme Anchor, qui s'écrit A-N-C-H-O-R. C'est une plateforme de podcast. Elle est géniale. Pourquoi elle a été rachetée? Je ne sais pas si c'était Spotify ou Apple. Lorsque vous créez votre podcast, c'est gratuit et il vous le diffuse partout. Il vous le diffuse sur l'environnement Spotify, sur Amazon, etc. gratuitement. Vous pouvez ensuite extraire le contenu, créer une image, l'exporter sur votre YouTube. Et vous avez pour un seul contenu eu la capacité de le démultiplier sur l'ensemble des plateformes. C'est comme ça que font les grands joueurs. On ne fabrique pas du contenu tous les jours. On recycle les contenus qu'on fabrique. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc faites ça, ça ne vous coûte rien. Et je vous n'aurai pas d'excuses pour me dire « Oui, mais je n'ai pas d'argent. » C'est gratuit. C'est gratuit. Ensuite, on est musique vidéo. Ah, ça, c'est pour les musiciens. Vous avez vos vidéoclips. Information. La majorité du contenu le plus populaire sur YouTube, ce sont les musiques vidéo. Donc, utilisez votre musique vidéo, ça vous le faites, mais vous pouvez trouver un moyen de le recycler aussi. Mais on est content de vous retrouver pour cette deuxième journée de la conférence Mozart, monétiser les arts et les cultures africaines sur Internet. Événement qui est le fruit donc d'un partenariat l'Internet Society Québec, le gouvernement du Québec à travers la délégation générale du Québec à Dakar, mais surtout notre précieux et cher partenaire, l'Institut français du Sénégal, qui nous accueille ici et qui nous offre cette très belle salle dans laquelle on est très inspiré depuis hier justement. Alors pour ceux et celles qui nous rejoignent aujourd'hui, je tiens simplement à rappeler que vous avez manqué peut-être des temps forts hier, des temps vraiment marquants sur la nécessité et la prise de conscience que nous avions collectivement eue de devoir changer les mentalités, de changer le mindset, de, disons, réinitialiser notre logiciel, là, faire la programmation mentale, de se dire que maintenant, on peut être riche. On peut être riche et on peut vivre de son art, de sa culture, qu'on soit africain, qu'on soit sénégalais. Mougouri Lama, qui va nous parler de comment optimiser les réseaux sociaux pour accroître l'engagement de son public, du public envers ses œuvres. Succinctement, parce que généralement ce que je fais là, je le fais dans le cadre des ateliers, on le fait pendant 5 jours. On optimise l'échelle des clients pendant 5 jours. Donc je vais vous présenter le modèle que nous utilisons. Comme ça vous allez voir que c'est concret, parce que j'aime pas trop le blabla, je ne suis pas très fort là-dessus. Je
j'aime qu'on puisse avancer étape par étape. Donc pour cela, j'utilise une plateforme qu'on appelle Trello, qui permet de séquencer l'ensemble de la démarche. Et vous allez pouvoir suivre avec moi les différentes étapes qui vous permettront, d'optimiser votre chaîne, de savoir uploader votre contenu, et ensuite, à la fin, vous allez voir les différentes avenues que vous pouvez utiliser pour monétiser votre contenu, essentiellement sur YouTube. Je ne vais pas aller sur une présentation, on va dire globale ou générale des médias sociaux, parce que sinon on va perdre du temps. On va juste se focaliser sur YouTube, parce que c'est la plateforme numéro 1 en Afrique. Et que n'importe qui peut l'utiliser, que ce soit, je vois c'est pour madame que j'ai fait ça, madame pour la poésie. Pour ceux qui sont en musique, ceux qui font du cinéma, vous pouvez exploiter cette plateforme et générer des sous. Donc la première chose quand même, on va prendre la partie stats, c'est pas bien inscrit, mais c'est pas grave. Intégrer. Et là, on va passer par la partie promotion. Parce que j'aimerais que vous ayez des questions pour moi. Vous voyez ici, promotion. Je vous ai parlé tout à l'heure de AdWords. AdWords, c'est pour faire de la pub. Donc, c'est un des outils, si vous n'êtes pas capable d'être trouvable au moment où vous commencez, ici, vous allez être trouvé. Vous créez de la pub ici, vous mettez un 10 000, bon, je sais que ça peut être beaucoup d'argent, à 50 000, mais ce n'est pas beaucoup d'argent. Parce que si vous trouvez que c'est beaucoup d'argent, là vous êtes encore pauvre. Parce qu'une personne riche pense à retour sur investissement. Si j'investis 100 000 et que derrière je sais que ça va me rapporter, j'augmente mon nombre de subscribers, j'augmente mon nombre de vues, ce n'est pas une dépense. Ce sont les personnes qui sont pauvres qui vont dire « Oh non, je dois mettre 10 000, tout ça, blablabla, je ne peux pas. » Après, ça chiale. Donc, investissez là. Et bâtissez-vous une base de données de fans. Maintenant, ce que je vais vous dire, vous faites attention, vous ne mettez pas beaucoup d'argent au début. Sur le web, on expérimente. Donc, au lieu de mettre un 100 $, tout de suite, vous mettez à 5 $ par jour. Au bout de 2-3 jours, vous testez pour voir, ok, est-ce que j'ai obtenu, quel est mon CTR, mon taux de clic, quel est le nombre de vues que j'ai, quel est le nombre d'abonnés que j'ai réussi à avoir avec le montant pour lequel j'ai investi. Et ensuite, on optimise. C'est correct? Et après, une fois que vous avez optimisé, vous pouvez scale, vous pouvez augmenter les budgets journaliers. Séquence ça en 30 secondes, ça vous fait une masse de contenu. Et cette masse de contenu que vous allez pouvoir diffuser toute la semaine ou pendant un mois. 30 contenus, un contenu par jour. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Pensez toujours à recycler, pas à créer du nouveau. Vous n'avez pas le temps, à moins que vous ayez une équipe. Ensuite, on a vu Takeaway, il est chaud, on peut. Vous pouvez mettre des mini-documentaires pour ceux qui sont dans les. Comment on appelle ça? Qui sont dans l'audiovisuel, etc. Vous avez tout ce qui est interview, toutes les interviews que vous faites, vous pouvez le mettre là-dessus. Vous avez vidéo press kit, vous pouvez créer un vidéo press kit, behind the scene, on a vu. Vous pouvez créer des slideshows de vos chansons, les paroles, questions, même pas questions, chose que vous ne savez pas. Lorsqu'on génère des revenus en ligne, vous êtes payé à chaque fois que vos paroles sont diffusées. Ça, vous ne savez pas ça. Et vous laissez de l'argent sur la table parce que vous ne savez pas. Ceux qui diffusent de la chanson, ceux qui diffusent leur chanson en ligne, qui ne mettent pas leurs paroles, ça ne va pas dans votre tête. Parce qu'on est payé à chaque fois qu'une personne accède à ses paroles. Vous avez des plateformes comme Genius, etc., sur lesquelles les gens ont la possibilité d'écouter pas d'écouter, mais d'avoir accès à vos paroles. Si vous créez vos vidéos, vous avez des lyric vidéos, vous êtes payé pour ça. Vous avez des plateformes qui vous permettent de les monétiser. Ensuite, on peut laisser passer tout ça, ça peut être long. On va passer aux ressources. Comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai des outils ici pour auditer les vidéos de vos compétiteurs. Pourquoi je fais ça? Parce que si vous voulez encore avancer beaucoup plus vite, il faut checker les trends, les tendances sur YouTube. Et TubeBuddy vous permet de le faire. Donc quand je vais sur TubeBuddy, je vais regarder, ok, j'ai du contenu, qu'est-ce que je dois diffuser, etc. Je regarde la tendance qui est la plus forte, la vidéo qui est la plus populaire dans la niche sur laquelle je suis, et je crée du contenu en m'inspirant de cette tendance. Exemple concret.
Ce qu'on avait fait pour un client, il y avait un film qui s'appelait Space Between Us. Le film devait sortir dans un mois. On avait une chanson de l'artiste qui s'appelait aussi Space Between Us. Qu'est-ce qu'on a fait? On a juste utilisé les mots-clés liés au film qu'on a mis sur la vidéo pour utiliser cette traction et faire connaître la chanson. Avancer pour créer votre communauté sur YouTube. Et en plus, ils vous payent. Et quand je vois les vidéos, je sais pas, vidéos de gros artistes ici en Afrique, avec des vues, je me dis, mon Dieu, Jesus Christ, tout cet argent, ils sont là, ils comprennent rien. La vidéo sort, vous voyez plein de jeunes qui disent oui, partagez, likez. Ceux-là, vous les transformez déjà en affiliés, vous pouvez leur donner des liens, ils vont vendre votre matériel pour vous, et vous allez gagner de l'argent. Ces mêmes jeunes, ce sont des super fans, ils seraient prêts à payer pour faire partie de votre communauté. Est-ce que vous savez que sur Facebook, c'est pareil? Il y a des fonctionnalités de membership. Au lieu d'avoir votre page où vous avez 500 000 personnes qui vous suivent et qui ne vous payent pas, vous pouvez créer différents niveaux de membership. Et vous leur donnez différents types de contenus. Et vous pouvez gagner de l'argent sur Facebook, sur YouTube, etc. Ensuite, patronage. Ça vient de la plateforme, est-ce que vous connaissez Patreon? Ok, Patreon, c'est une plateforme tierce qui n'est pas dans YouTube. Vous y allez pour pour offrir du contenu exclusif à vos fans. Et il y a des gens qui vous payent chaque mois pour ça. Ah, je vais accéder au contenu de Monsieur Kébé, au contenu de Kalista, au contenu, je sais pas, de Taraji. Je paye 5 $ ou 15 ou 20. Et il y a des gens qui se font 10, 15, 20 000 $ par mois. On utilise YouTube comme traction et on les renvoie chez Patreon. Ça, c'est pour les super fans. Et cela vous donne, dépendamment de votre base de données, vous pouvez avoir 1 000 $ par mois cadeau, vous êtes assis parce qu'ils aiment ce que vous faites, parce qu'ils veulent vous soutenir. Aujourd'hui, je ne vous recommanderais pas d'aller sur Patreon, qui était la première base de données, parce qu'en ce moment, ils font plein de bêtises. Et il y en a d'autres qui existent dans ce genre. Merch. Vous gagnez beaucoup d'argent sur le merch. Donc, merch, c'est tous les... Comment on appelle Merchandising. Comment on dit ça? C'est le merchandising. Oui, c'est ça. Le merchandising que vous vendez. Donc, par exemple, si j'ai un vidéoclip, ou si je suis réalisateur, parce que vous avez des suppliers qui peuvent fabriquer le merch pour vous. Vous ne sortez pas un penny, pas un cent. Vous connectez ça à votre plateforme, votre fan arrive, ah oui, j'aime ce t-shirt, il l'achète, vous faites rien. Le supplier envoie la marchandise au fan, il garde son argent et il vous envoie votre argent. Et vous êtes assis. Et encore, tching, je n'ai pas sué. La seule chose que ça vous demande, c'est d'avoir fait un logo ou d'avoir travaillé avec un visual artiste qui fabrique votre, comment on appelle ça, votre écusson ou je ne sais pas quoi. Et vous le mettez sur le t-shirt, vous le mettez sur les casquettes, vous le mettez sur les draps. Et vous pouvez tout vendre. Et vous n'avez même pas acheté un seul truc. Même pas dépensé un seul truc. Et ça rapporte énormément d'argent, le merch. Surtout que vous ne faites rien. Et c'est valable pour n'importe quelle discipline. Ensuite, ça vous connaissez, paid sponsorships, donc les commanditaires. Donc vous avez des gens qui peuvent commanditer vos vidéos. Ça vous maîtrisez. Le dernier, il y a ce qu'on appelle super features. Ça, ce sont des fonctionnalités qui vous permettent de gagner de l'argent tout le temps. Je vais vous donner un conseil. Comme ça, je ne devrais pas, parce que je devrais garder ça pour vous faire payer. C'est pas du tout ça. Mais les priorités en termes de dépenses, ici on comprend que la musique c'est l'art. Tout le reste là, on ne sait pas ce que c'est. Donc, vraiment, comment on intègre ça dans la stratégie? Parce que ce que je comprends, c'est qu'il faut une stratégie en fait. Merci. Destiny, excuse-moi, j'ai pas beaucoup. Oui, je préfère répondre parce que j'ai pas une bonne mémoire. Mais là, tu vois, j'ai déjà oublié. Digital, ok. Les deux vont de pair. C'est pas parce que je pousse dans le digital que le physique ne fonctionne pas. Maintenant, la stratégie que je vous recommande généralement, c'est le digital, vous l'utilisez pour créer votre base de données, mais le physique, vous créez une expérience. Sur le physique, vous devez vendre plus cher.
Sur le digital, vous pouvez vendre moins cher, et lorsque les personnes entrent en contact avec vous, ça a une valeur ajoutée incommensurable. Donc là, vous pas surtaxez, mais vous faites payer extrêmement cher. Donc vous le voyez même aujourd'hui avec les grandes marques, ce qu'elles font, c'est que vous pouvez commander en ligne plein d'articles, ça peut coûter cher, mais lorsque vous allez sur des shops, des shops avec un environnement personnalisé, une expérience personnalisée, vous allez voir que ça coûte cher. Pourquoi? Vous allez avoir un super café, etc., etc., etc. Donc, gardez les deux, mais utilisez, ne les mettez pas au même niveau, sinon ça n'a pas d'intérêt. Offrez une expérience augmentée au niveau physique et vous augmentez vos tarifs en même temps. Pour la deuxième question au niveau de la problématique au niveau de la clientèle africaine, je suis d'accord avec vous. C'est pour ça que je recommandais hier, je pense que c'était à M. Ahmed, il y a deux choses. Première chose, ne mettez pas trop, c'est pas ne mettez pas trop l'accent, mais ne mettez pas trop l'accent sur... Je vais reformuler. Quand vous faites des affaires, essayez de trouver votre clientèle idéale. Quelle est votre clientèle idéale? Cette clientèle idéale, c'est celle qui va vous poser le moins de problèmes lorsque vous faites des affaires. Donc celle avec laquelle vous vous entendez, elle vous paye cash. Alors, il y a un point qui a attiré mon attention, à savoir les plateformes de broadcast comme Encore. On nous dit que c'est gratuit. Mais ne s'agit-il pas d'une pseudo-gratuité? Parce que je me demande comment ces gens-là gagnent leur vie. Voilà, c'est tout. C'est une excellente question. Et là, c'est vraiment une excellente question. Vous allez comprendre pourquoi. Et ça, c'est le mindset du digital. On en parlait hier. Le marché est mondial. Vous avez accès à 4 milliards de personnes. Qu'est-ce que ça fait? Je vous ai dit, avant d'entrer dans la musique, j'avais une start-up. Donc, si je prends l'exemple d'Encore, ils monétisent vos données. Ils ne vont pas vous demander de payer. Eux, ils acquièrent des clients, ils acquièrent des données, et ces métadonnées sont commercialisées. Et ils reçoivent beaucoup d'argent, des capitaux risques. Ça peut monter, eux, je ne sais même pas c'était quand leur dernière levée de fonds, mais ils doivent être évalués à 200-300 millions de dollars. Pourtant, ils ne vont pas payer. Donc vous qui avez un business ou une start-up, le but du jeu, acquérir le maximum de clients, allez voir des investisseurs, ils peuvent vous donner, même en Afrique, là, ils peuvent vous donner 1 million, 2 millions, 3 millions de dollars. Mais c'est juste que comme vous ne comprenez pas la vente, vous êtes sur la communication, ben on va rien vous donner. Ok, merci. Au fur et à mesure, quand je propose des vidéos tech, je vois qu'au niveau du référencement, j'ai du mal à comprendre. Il y a des vidéos qui atteignent presque les 4000 vues, d'autres qui sont à peine dans les 100 vues. Donc j'ai du mal à comprendre ce niveau et comment est-ce que le référencement évolue. Pourquoi j'ai des vidéos très vues et des vidéos pas du tout vues. Donc deuxième chose, c'était à propos de Google AdSense. Donc est-ce que c'est possible pour des gens qui n'ont pas la possibilité d'être en France pour créer un compte dessus? Est-ce que c'est possible de le faire par des liens VPN et tout ça? Ok, merci à vous. Oui, très bonne question. Je vais commencer par la dernière. AdSense. Vous pouvez passer par un VPN, mais si vous passez par un VPN, votre IP sera basé en France ou dans un autre pays. Assurez-vous que vous ayez un compte bancaire dans ce pays-là. Parce qu'il vérifie. Si vous êtes sur AdSense, on va vous demander votre adresse, on va vous demander plein de trucs. Si vous envoie un document que vous n'êtes pas capable de vérifier, c'est mort. Donc c'est pour ça que je demande à ce que vous ayez quelqu'un dans un de ces pays qui reçoive le message ou la lettre envoyée par l'environnement Google et qui vous envoie un code et que vous puissiez le valider pour dire ok, je suis bien à cet endroit. Première chose. La deuxième chose, c'était par rapport au SEO. C'est pour ça que j'étais généreux aujourd'hui, je vous ai offert TubeBuddy. Si vous utilisez TubeBuddy, ils vont vous dire, le SEO c'est ça, ils vont vous dire les mots-clés, ils vont vous donner les mots-clés, et ces mots-clés, ils vous mettent des scores, c'est pondéré par rapport parce que j'étais à l'étranger, mais je pense que la monétisation, ça vient, mais je ne sais pas tellement comment ça marche. Mais j'avais déjà fait, et on m'avait envoyé... Oui, non, je comprends votre enjeu. Et vous n'êtes pas la seule. Il y a beaucoup d'artistes qui sont signés, et je vous parle de gros artistes, qui ne savent même pas combien ils gagnent sur YouTube. Donc ne vous sentez pas si mal que ça. Il faudrait voir avec la personne qui vous a aidé à créer le compte AdSense, éventuellement, discuter avec elle pour qu'elle vous explique qu'est-ce qui se passe. Parce que là, je n'ai pas assez d'éléments pour pouvoir y répondre.
Mais vous n'êtes pas la seule dans ce cas. Il y a de très gros artistes qui ont signé des deals, qui ne savent pas combien ils génèrent d'argent sur YouTube. Donc, vous n'êtes pas mal, c'est la vie. Lorsque vous faites une campagne promotionnelle, si vous créez du contenu, généralement, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire la promo pour dire « Ah oui, il y a ma vidéo qui sort, vous activez tout votre réseau. » Donc, toute la pression est mise au moment où vous faites la promo. Donc, les 1000 vues arrivent ce jour-là. Mais après, les gens l'ont déjà vu, ils vont pas regarder une deuxième fois, donc ça chute. Plus ou moins autonome. Comme ça, ceux qui veulent aller plus loin, ils ne viennent pas me voir tant qu'ils n'ont pas fait leurs exercices, ça ne m'intéresse pas. Sinon, on recommence toujours à zéro, mais je n'ai pas trop le temps pour ça. Je ne sais pas si vous avez déjà parlé de ça, parce que je viens d'assister à tout, mais j'ai une préoccupation concernant l'algorithme. Parce qu'on dit qu'on est visible sur Internet, mais l'algorithme filtre la possibilité de pouvoir être vu de manière plus large. Donc je ne sais pas si vous avez des astuces à ce niveau. Bonne question. On en discutait justement avec Destiny hier. Moi, comment on va dire? S'il y a un problème, il y a une solution. Pour casser ça, vous faites de la pub. C'est tout. Si votre contenu a un intérêt pour votre public, vous faites de la pub, mais à votre clientèle idéale. Si vous faites de la pub à des gens qui ne s'intéressent pas à ce que vous faites, c'est du gaspillage. Mais si vous investissez, comme je disais hier, par exemple sur Spotify, quand on fait un lancement, moi je ne vais pas chercher les curateurs, on est pourtant dans la plus grosse base de données de playlist. Ce que je fais, c'est qu'on crée une campagne publicitaire, on joue sur l'algorithme, et puis cet algorithme va faire en sorte de nous placer sur les playlists algorithmiques de Spotify, et puis ça suffit. Donc faites de la pub. Impacte nos cultures, nos contenus locaux africains. Et en complément de ce que vient de vous dire Titi, et aussi un récapitulatif finalement de tout ce qui a été dit depuis ce matin, il faut reconnaître une chose, c'est-à-dire qu'on est dans un contexte où l'environnement numérique, l'attention devient une rareté. Vous savez, de cerveau disponible en tant qu'utilisateur, quand on est exposé à une multitude de contenus, la question va toujours se poser de savoir comment vous, en tant que créateur, vous faites pour démarquer votre contenu. Parce que l'utilisateur se retrouve souvent, bien malgré lui, devant une situation qu'on appelle le paradoxe de l'indécision, le paradoxe du choix. Qu'est-ce qui me dit, a priori, pour un bien culturel? Vous savez, le bien culturel, tant qu'on n'a pas fait l'expérience de la consommation, on ne peut pas savoir en quoi il est bon, c'est un bon contenu ou pas. Et donc, dans ces critères qui vont amener à décider de mon choix, de dire, ben voilà ce que je veux consommer comme contenu, on est obligé parfois de se fier justement au contenu qui est le plus exposé, qui bénéficie de plus de visibilité, qui est peut-être le plus populaire. Et c'est là où les algorithmes rentrent dans le jeu et parfois peuvent un peu biaiser le jeu parce qu'ils vont faire peut-être l'affaire des contenus les plus populaires, des artistes qui ont déjà plus de notoriété et ça ne donne pas la chance forcément à des contenus moins connus ou des artistes moins connus d'avoir la chance justement de pouvoir être découverts par des gens qui ne les connaissaient pas. Et donc c'est là où il faudrait à la fois jouer le jeu de ces algorithmes-là, disons, mettons, je ne sais pas si vous le savez là, mais quand on prend une playlist sur Spotify ou sur Deezer, playlist de 50 titres, les recherches ont prouvé que l'attention des gens se concentre généralement sur les 13 à 15 premiers titres, pas plus. Les gens ne descendent même pas jusqu'en bas pour aller voir quel est l'ensemble des titres qui se retrouvent justement peut-être en bas de la playlist. Donc il y a toujours, mais pour cela, il faudrait à la fois compléter effectivement avec des stratégies de publicité. C'est comme le témoignait la chanteuse tantôt, c'est qu'à un moment donné, il faudrait utiliser tous les moyens à votre disposition pour mettre les projecteurs sur vous, mais de le faire aussi dans la durée. Parce que sinon, vous avez des fois des coups de projecteur comme ça qui vous exposent à un moment donné, mais après, effectivement, le nombre de visionnements ou d'écoutes va chuter si vous ne maintenez pas une stratégie plutôt constante. Moi, je terminerai juste par un petit tip. Pourquoi la pub, c'est intéressant? Si vous passez par des... Comment ça, des gardes... des pare-feux culturels. Donc par exemple, lorsque vous souhaitez faire la promotion de vos œuvres, vous allez devoir tomber sur des professionnels qui vont vous dire vous allez investir de l'argent pour que ces professionnels puissent éventuellement considérer le fait de faire la promotion de vos affaires.
ça peut coûter beaucoup d'argent. À part les grosses entreprises qui ont des ressources et qui ont des relations avec ce type de personnage, l'artiste lambda, s'il doit mettre 2000, 3000 $ pour faire de la promotion, comme par exemple ça arrive sur les plateformes, si tu vas avoir accès à des plateformes Music Supervisors ou Spotify, etc., pour le playlist pitching, ça peut te coûter 2000 $. Oui, est-ce que vous pouvez faire ci, est-ce que... Non. Nous sommes, on va se dire les choses honnêtement, nous sommes afro. Nous sommes déjà, toutes choses étant égales par ailleurs, des victimes dans nos propres têtes. Si vous rajoutez ça, vous passez comme une larve. Donc vous devez changer le rapport de force. Vous devez équilibrer plutôt le rapport de force en permettant à ce que la discussion se fasse d'égal à égal. Un artiste peut être l'égal d'une maison à partir du moment où elle comprend sa valeur. Si vous ne comprenez pas votre valeur et que vous ne comprenez pas les règles du jeu, vous allez vous faire avoir. Et ce n'est pas la faute de la maison de disque ou de l'éditeur, etc. Vous n'avez pas fait vos devoirs. Sur ces mêmes paroles, soyez ce créateur, cette créatrice de contenu qui va se soucier avant tout de sa découvrabilité, de sa visibilité, parce que lorsque vous contrôlez votre visibilité, votre découvrabilité, vous contrôlez la demande. Si vous êtes capable de devenir cet artiste ou ce créateur qui contrôle quand, comment les gens découvrent votre musique, votre film, votre série, vous améliorez définitivement votre rentabilité et la rentabilité de vos œuvres. Sur ce, je vous remercie vraiment de votre attention et je vous invite à remercier très chaleureusement votre premier conférencier. Et sans plus tarder, je vais inviter à me rejoindre sur le podium Monsieur Pape. Je m'appelle Méroudien, je travaille chez Philippe Digital, qui est distributeur. On est au Sénégal depuis 3-4 ans et qu'on a des big artistes comme Pen, Wally Seck, Viviane, beaucoup d'artistes de la nouvelle scène, sans me poser tout. Donc voilà, je travaille dans la distribution. Mon travail, c'est d'aider les artistes à distribuer. C'est bon, je pense. Bonjour à tout le monde. J'ai été ravie vraiment de participer à cet événement aujourd'hui. Parce que il y avait beaucoup de choses que je ne connaissais pas, même étant dans le milieu que je ne savais pas. Et j'ai eu le plaisir aujourd'hui d'avoir beaucoup appris, j'ai pris énormément de notes. Mon nom c'est Calistassi, je suis productrice de contenu et showrunner. Mon travail à moi c'est d'attirer l'attention pour former une communauté autour d'un produit. Et ça fait moins d'une année quand même que j'ai créé une boîte de production pour pouvoir faire cela. Merci. Bonjour à tous. Bon, tout d'abord, je tiens à féliciter les intervenants qui étaient là donc avant nous, Teddy. Voilà. Et voilà, tous ceux qui sont intervenus tout à l'heure, c'était très pertinent. Moi, j'ai appris beaucoup de choses, j'ai pris plein de notes sur mon téléphone. Et je pense qu'on va discuter après, en privé. Et oui, donc c'est avec beaucoup d'humilité hein, que je m'assois ici auprès de vous, parce que voilà, la monétisation en Afrique, c'est un sujet très sensible. Et j'ai eu l'occasion, de par mon métier, donc je suis artiste rappeur à la base, donc mon nom c'est Nix, mais par la force des choses, je suis fait de la direction artistique, de la réalisation, de la production. J'ai monté une plateforme de streaming, une plateforme panafricaine de streaming il y a quelques années, qui aujourd'hui n'est plus malheureusement, on en reparlera justement. Et du coup j'ai vu beaucoup de choses, j'ai sillonné un peu le continent pour faire la promo de cette plateforme, aussi de ma musique et aussi de l'art en général. Et voilà, quand même j'avais quand même pas mal de frustration à ce niveau. Donc c'était très instructif. On apprend tous les jours et voilà, je pourrais partager mon expérience avec vous et ma vision aussi aux besoins. Merci. Bonjour tout le monde, je m'appelle Linda, je suis artiste.
D'abord, je vais m'excuser parce que je vais sûrement parler du français très cassé. J'ai plus l'habitude de parler anglais que français. Oui, je suis artiste. Je fais dans le digital physique, une combinaison des deux. Et je vis dans une bulle d'algorithmes parce que je travaille avec l'intelligence artificielle. C'est intéressant d'entendre les perceptions des gens sur les algorithmes parce que l'exemple que je peux donner, c'est j'imagine que vous savez, les livres avant, on les écrivait à la main. Quand la machine à écrire est sortie, les gens sûrement se dirent oui, ils sont fainéants, ils ne peuvent pas écrire. C'est un peu comme ça. Le monde est en train d'avancer, les ordinateurs les algorithmes deviennent de plus en plus intelligents et au lieu de les résister, il y a une manière de les exploiter. Et moi, j'utilise des algorithmes pour faire de l'art. Donc, par exemple, certaines de mes œuvres sont entièrement construites avec l'intelligence artificielle ou les algorithmes. Donc, je parlerai un peu de comment je m'en suis sortie et j'ai réussi. Merci. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vais m'associer aux félicitations des uns pour les belles présentations qu'on a assistées aujourd'hui. En tout cas, moi personnellement, j'ai beaucoup appris et je me rends compte finalement que j'ai été vraiment trop bête pendant un bon moment et il n'est jamais trop tard. Aussi, je remercie les organisateurs pour cette opportunité qu'ils nous donnent. Déjà, moi, le fait de m'asseoir avec ces éminents artistes, déjà, c'est tout un honneur, c'est un grand plaisir. Je m'appelle Ahmad Ndiaye, je suis le fondateur de Obelus Film and Animation Studio, qui est une boîte de production de films d'animation et de films de prise de vue réelle. Donc, je suis cinéaste dans mes heures libres et je suis aussi formateur, responsable du métier art graphique et numérique de l'Institut supérieur de l'enseignement professionnel de Thiès. Donc, sans plus tarder, peut-être je vais vous permettre de continuer le débat et voir quelle tendance cela va prendre. Merci beaucoup. C'est peut-être pour cela que beaucoup disent que dans mes premières aventures, j'ai pas eu de bol, je n'ai pas eu de chance. Mais pour moi, c'est vraiment d'avoir autour de soi des bonnes personnes pour quand on développe un business, avoir une vue 360 degrés, au-delà de ce que nous maîtrisons en fait. Parce qu'aujourd'hui, la problématique que nous avons en tant que créatifs, c'est que nous ne sortons pas de nos cœurs de métier. Et la passion faisant, nous sommes très attachés aux produits, mais pas forcément orientés business en fait. Et moi, je suis businessman, tout le monde le sait, depuis toujours. Je sais l'impact que mon travail a. Je sais comment je sais faire mon travail. Mais au-delà de ça, je ne me réveille pas pour faire mon travail juste pour le faire. Je connais mon histoire, je sais que je ne viens pas d'une famille où il y a de l'argent et que je sais que vu mon tempérament, je ne peux pas travailler pour quelqu'un et ne pas gagner de quoi satisfaire ma vie. En posant le tout aujourd'hui, il me fallait aller vers aujourd'hui quelque chose qui puisse me faire gagner de l'argent sans pour autant en restant autonome, mais sans que cela soit, comment on dit, une problématique en fait. Parler à un partenaire, essayer de faire en sorte qu'il pose de l'argent sur nous, aller voir un investisseur, que ce soit quelqu'un qui a les moyens ou directement la famille ou autre, en leur expliquant le pourquoi ils doivent miser sur nous. Cette conscience-là, aujourd'hui, pour moi, c'est ça qui va déterminer comment on va prendre en considération l'environnement aujourd'hui digital qui nous offre de quoi aujourd'hui gagner de l'argent et se donner les moyens d'investir encore, comme le disait Teddy, pour avoir toujours plus, en fait. Parce qu'il ne s'agit pas de gagner, il s'agit de miser comme au loto et d'avoir toujours plus. Donc moi, c'est ça mon expérience et je pense qu'après, on pourra toujours en parler un peu plus. Alors moi, donc j'en ai parlé un peu rapidement tout à l'heure.
Donc moi, à la base, je suis un artiste, donc je sors des albums et je suis quelque part un old school parce que j'ai sorti mon premier album était sorti en cassette en 2003, ensuite en CD au Sénégal. Ensuite, j'ai eu un succès d'estime, ou un succès, on va dire, commercial, ouais, en 2003, quand même, je ne vais pas mentir, qui m'a permis tout de suite de voyager en Afrique. Et tout de suite, j'ai eu ma première frustration quand je débarque par exemple au Gabon. Je sais qu'il y a de la demande, qu'on écoute là-bas, mais je trouve que des CD piratés. Donc ça reste quelque chose de très premium et je pense que moi aujourd'hui, pour faire court parce que c'est un peu long, on a monté une plateforme de streaming qu'on a été obligé d'arrêter parce qu'elle nous coûtait beaucoup trop cher. Parce qu'il n'y avait pas assez d'attractivité, parce qu'on était obligé pour être compétitif de se rabattre sur le paiement mobile. Donc parce que le taux de bancarisation est trop faible sur le continent. Mais sur le paiement mobile, tu n'as aucune garantie de la récurrence en fait. Donc tu n'as pas de modèle stable. Parce que tu sais que quelqu'un peut payer avec Orange Money aujourd'hui, mais rien ne te garantit que le mois prochain il va payer, parce qu'il n'est pas débité automatiquement. Donc il y a ce problème-là aussi qui a ralenti un peu, je pense, la monétisation de nos contenus sur le continent. Et voilà, en gros, c'était ça l'expérience que j'avais à partager. Mais ce que je tire aujourd'hui de ce que j'ai pu écouter grâce à vous, c'est que les artistes ont, en tout cas n'importe quel créateur a le devoir de s'instruire, d'aller chercher l'information et de monétiser son contenu par tous les moyens possibles. Et c'est ce que j'ai retenu aujourd'hui. C'est que Teddy ne laisse rien passer. Mais c'est la vérité, mais c'est comme ça qu'il faut qu'on fasse en fait. Il faut tout optimiser en fait. Les artistes ne suivent pas les tendances du marché. Pour avoir une voix authentique et une voix originale, il faut ignorer tout ça et créer de son fond. Les raisons pour laquelle c'est qu'on n'est pas immunisé du capitalisme parce qu'on est artiste. On est artiste, on fonctionne dans le même système que quelqu'un qui vend quelqu'un qui a une boutique, quelqu'un qui vend des habits, etc. Pardon. Ce qui veut dire que il faut faire de la recherche sur le marché. Et pour chaque type d'art, il y a différents marchés, avec différents enjeux, avec différents acteurs, avec différents moyens de distribution. Par exemple, moi, quand je cherchais à devenir artiste et à commencer à rentabiliser mes œuvres, déjà, je l'ai fait dans le confort d'avoir un travail. J'avais un day job, j'allais au travail, et le soir, je faisais des cravates. Et dans cette... quand j'ai commencé à rechercher, ok, si je suis artiste visuel, que je fais dans le visuel, je travaille dans l'intelligence artificielle, je fais mes propres œuvres, quelquefois avec la peinture, quelquefois avec une combinaison d'entraîner un modèle artificiel avec mes peintures, etc. Où est-ce qu'il y a un marché pour moi? Et je me suis rendu compte que c'était pas le marché traditionnel. Donc c'était pas accrocher les galeries et essayer de me faire représenter par des galeries. Parce que, ils n'avaient pas la volonté, ou l'infrastructure, ou l'expertise de montrer ce que je fais. Donc si je leur donne une de mes vidéos, ou une de mes œuvres interactives, ils n'ont jamais montré quelque chose comme ça. Donc où est-ce qu'il existe? Il y a toujours une niche pour ce que vous faites. Et si vous cherchez, si vous ne faites pas de recherche, et quand je dis recherche, je dis pas sur Google, passe des nuits et des jours à chercher des gens qui sont analogues à ce que tu fais, et comment est-ce qu'ils ont trouvé des moyens de distribuer leurs œuvres. Et ça va prendre du temps. Moi, ça m'a pris 1 mois et demi de trouver quelque part un marché où je pouvais mettre mes œuvres. Et là, je vais parler un peu de Web3, parce que tout ce que j'ai entendu aujourd'hui, ça vous aide à avancer dans le Web 2.0. Voilà, par exemple, Web 1.0, c'était quand on envoie des emails. À un moment donné, tout l'Internet, c'était des emails. Avec, de temps en temps, tu avais des articles et tout. Après, c'est devenu les réseaux sociaux, les algorithmes qui favorisent l'engagement et qui encouragent l'engagement. C'est pas toujours très bon pour nous. On s'est rendu compte que ça gâte beaucoup de choses, surtout chez les enfants. Et donc, il y a un nouvel Internet qui s'appelle 3.0, qui est très différent, qui est plus décentralisé.
Donc par exemple, tous les problèmes qu'on entend aujourd'hui sur le web 2.0, c'est que YouTube est centralisé, Snapchat est centralisé, TikTok est centralisé. C'est une conglomération ou une compagnie avec des tech bros qui sont basés en Californie, en Irlande, etc. Et qui n'ont, jusqu'à très récemment, n'avaient aucune motivation d'inclure l'Afrique dans leurs affaires. Donc ça, c'est peut-être un accident que l'Afrique, c'est pas un accident que l'Afrique n'est pas représentée par ces plateformes-là. C'est juste parce qu'il n'y a pas de volonté, parce qu'ils se disent qu'il n'y a pas de marché, c'est trop compliqué, on n'a pas de présence là-bas, on ne comprend pas les lois. C'est des excuses en fait. Mais ce qui reste vrai pour nous, les artistes qui vivent ici, c'est que si on essaie de se fier à ces plateformes-là, on aura toujours à trouver des comment j'appelle ça, des voies difficultés. Il y a les gens en Europe, tu prends une carte, tu t'inscris directement, tu as accès à tous ces outils-là. Ici, tu peux appeler un ami, un copain. Il y a tellement de gymnastique, voilà, c'est ce que je sais, gymnastique à faire pour se formaliser. Donc Web 2.3.0, ça dit, c'est un peu en réponse à ces systèmes de centralisation-là qui ne favorisent pas la majorité des personnes dans le monde. Et donc c'est là où j'ai créé mon marché. Donc je ne sais pas si vous avez entendu parler de la blockchain, des NFT. Donc déjà pour commencer, je ne vais pas parler de Bitcoin, je ne sais rien sur Bitcoin, ne me demandez pas de vous expliquer c'est quoi un Bitcoin. Mais il y a les blockchains en fait, c'est des réseaux décentralisés qui s'attachent à une monnaie. Et c'est des monnaies virtuelles. Maintenant, vous allez voir, les pays où les monnaies virtuelles sont ont le plus d'adoption dans le monde, c'est en Afrique, au Nigeria et au Kenya. NFT par exemple. Et moi, c'est comme ça que je rentabilise mon art. Je ne vends pas mon art à travers des galeries. Pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'ils prennent trop de pourcentage. Je ne comprends pas qu'un artiste puisse travailler sur une œuvre et que la galerie soit entitled à entre 40 et 50% de son revenu dans le marché primaire. Deuxièmement, avec les galeries, bon j'adore les galeries, mais j'adore y aller, mais avec les galeries et les institutions centralisées, c'est qu'il n'y a aucun moyen de s'assurer que l'artiste touche de l'argent sur ses ventes secondaires. Donc par exemple, vous allez voir un artiste, surtout par exemple les artistes de l'école de Dakar, qui n'ont vraiment rien vu quand ils étaient vivants de leurs œuvres. Elles se sont vendues pour presque rien du tout. Et aujourd'hui, elles sont aux enchères pour des millions et des milliers de dollars. Et ils ne touchent rien, leur famille ne touche rien. Pour moi, c'est criminel. C'est criminel. Et donc, en tant qu'artiste, la première chose que je me suis demandé avec cette Web 3.0 là, c'est est-ce qu'il y a un moyen d'automatiser un contrat sur toutes mes œuvres qui s'assure que non seulement je touche la majorité de mes revenus sur le marché primaire, mais aussi le marché secondaire, que j'ai un pourcentage à perpétuité. Et ça s'appelle un smart contract. Quand une personne crée un NFT, elle crée un smart contract et elle a la possibilité de dire je touche 80% des ventes primaires, 20% je donne aux charités, sur le marché secondaire je touche 15%, et tout ça c'est automatisé. Donc ça veut dire qu'une fois qu'un collecteur achète mon œuvre et qu'il la revende, déjà c'est impossible que je ne sache pas qu'elle a été revendue, je le saurai toujours parce que toutes ces informations-là s'écrivent dans un ledger. Chaque blockchain a un ledger et le ledger est public. Il n'est pas centralisé, tout le monde peut le voir. Donc une personne peut ouvrir mon œuvre d'art, voir exactement quand est-ce que je l'ai créée, quel pourcentage je prends, qui est-ce qui a collecté, quand est-ce qu'elle a été revendue, pour combien, etc. Toutes ces informations-là. Et chaque fois qu'elle change de main, le ledger continue de s'update. Donc il y a toujours l'information qui reste. Donc pour moi, c'est un pouvoir. Parce que j'ai un contrôle absolu de mon marché et je n'ai pas nécessairement à passer à travers quelqu'un d'autre ou à la bonne volonté, et de me fier à la bonne volonté de quelqu'un d'autre pour essayer de commercialiser ce que je fais. Donc il y a des blockchains, en fait, c'est toujours naissant. Il y a 20% de la population du monde qui a des crypto-monnaies. Donc c'est pas vraiment la même chose que le marché que tu as sur YouTube, mais c'est le futur. Donc, on est fini.
pour moi, parce que je me dis, les artistes, une fois qu'ils savent le fait que c'est possible de créer un marché sans pour autant qu'on se fasse exploiter, il y en a de plus en plus qui vont se tourner au réseau décentralisé. Maintenant, ça ne veut pas dire que je suis sur les NFT, je suis exclu du monde traditionnel de l'art. Ce que vous allez voir, c'est que le monde traditionnel de l'art s'intéresse maintenant aux artistes digitaux. Mais je n'ai pas attendu. Du coup, j'ai pu vivre de mon art sans pour autant être connu par ce réseau-là. Mais maintenant, une fois qu'ils se sont intéressés par ces artistes avec ce profil, j'ai commencé à faire des expositions à certaines galeries, etc. Mais je le fais de manière où c'est moi qui décide comment est-ce que je veux me présenter. C'est moi qui leur dis le pourcentage que je veux. Ou si je veux même vendre, c'est moi qui... You're in the driver's seat. Vous avez le contrôle. Donc quand vous faites des recherches, moi j'encourage toujours à pousser, même si les gens disent ok, crypto, ça part en hausse, en bas, etc. Il faut essayer de parler avec des artistes qui évoluent dans ce marché-là. Ce n'est pas nécessairement le prix du crypto qui est intéressant pour nous, ou le fait que c'est Bitcoin versus Ethereum, etc. Non, non. Pour nous, c'est le smart contract. Le fait que pour la première fois dans l'histoire, un artiste africain a la possibilité de ne passer à travers personne pour créer son marché. Donc, quand vous faites des recherches, essayez de pousser sur les... et je resterai plus tard, si vous avez besoin de liens, de recommandations, etc., ou chercher, je peux aider. Merci. Moi, et que je suis bien en phase avec elle, surtout par rapport aux plateformes de monétisation qui malheureusement n'acceptent pas de s'adapter aux conditions que vivent les artistes. Je pense que la manière dont on monétise en Europe, en Amérique, ne peut pas être la même qu'en Afrique. Le problème qui se pose, et je pense que la monétisation, les plateformes pouvaient régler beaucoup de problèmes. Déjà, quel artiste ne s'est pas battu avec sa famille pour leur avoir dit que je veux être artiste? Donc ça déjà c'est un problème au Sénégal, en Afrique, parce que l'artiste est vu comme étant une personne qui n'a pas d'argent, une personne fauchée, une personne qui ne peut pas vivre de son art. Et pour moi, lorsque j'ai vu l'essor qu'il y avait dans le e-commerce et le développement des plateformes de monétisation, moi personnellement, j'ai dit ouais, ça va marcher maintenant. Parce que tout à fait au début, qu'est-ce qu'on faisait? On avait des œuvres, on était sûr que nos œuvres étaient bonnes, mais on n'avait pas la possibilité de les diffuser, surtout quand il s'agissait d'audiovisuel, de cinéma, et surtout de courts-métrages. Quand on allait dans les télés pour la diffusion, on nous disait « mais voyez ton film là, c'est trop court. Nous, on n'aime pas trop diffuser des films courts. » Ça, c'est un problème. Je l'ai fait une fois, deux fois. Ensuite, j'ai vu que YouTube monétisait. Avant, ce n'était pas notre objectif, notre but. Mais tout le monde me disait tout le temps, mais Amad, tes produits-là sont excellents, mais pourquoi tu ne les monétises pas? Moi aussi, quand j'ai fait un peu de recul, j'ai vu qu'on avait une grosse communauté. Et c'était vrai, hein? On avait une communauté qui, lorsqu'on avait un lien YouTube, les gens le partageaient comme pas possible. Moi, parfois même, les liens me revenaient par centaines et je ne savais pas d'où ça venait. Mais qu'est-ce qui se passait? Tout à fait au début, quand j'ai commencé à monétiser ma chaîne, une chaîne qui au début était faite pour les ateliers des apprenants, parce qu'à Obélisque aussi, c'était la formation. On formait des jeunes et on les poussait à la pratique. Comme ça, ce qu'ils faisaient, on les mettait sur YouTube. Et les gens, comme ils aimaient, on poussait à monétiser. Mais quand on monétisait, le jour où le lien sortait, paf, on avait facilement 2000 vues. Je me disais que ça allait bien. Mais dès qu'on a 2000 vues, paf, ça s'arrête. Rien ne bouge plus. J'aime bien attirer l'attention sur ça parce que parfois les débats, on a tendance à les pousser trop haut. Alors que pour moi, le problème, ça se trouve, je ne sais pas, à un niveau beaucoup plus bas, beaucoup plus simple. Moi, ce que je me suis dit, c'est que je sais que ce n'est pas mon job de faire ça. Je pense que les artistes, quand on leur demande de vendre leur art, on leur fait faire quelque chose qu'ils ne peuvent pas faire. Moi, j'envie beaucoup ma soeur Calista, hein, quand elle dit qu'elle est businessman. Moi, par ma petite expérience, j'ai compris que je ne peux pas être businessman. Je ne sais pas pourquoi. Quand je m'y essaie,
Ça pose problème. Après, peut-être je vais essayer de m'approcher de Nix ou de Khalid. Non, moi je suis On m'a dit que vous avez beaucoup d'argent. Mais pour moi, ça ne marchait jamais. Je ne savais pas pourquoi. Techniquement, ça ne pose pas de problème. Parce que nous tous, notre génération est née avec tout ça, cette technologie-là. Je sais pertinemment comment ça marche techniquement. Je me suis même beaucoup plus concentré sur l'aspect artistique, comme la question du thème, c'est de voir comment monétiser l'art sur Internet. Quand on parle d'art, c'est l'artiste qui doit faire de l'art. Malheureusement, sur Internet, il y a un peu de tout. Qui est artiste, qui doit créer un contenu, ça, pour moi, ça pose problème. Donc, moi, personnellement, ce que j'ai fait, je me suis dit, non, il n'y a pas de souci. Les aspects techniques, ce n'est pas compliqué. Ce que je vais faire, je vais me concentrer sur l'aspect artistique. C'est-à-dire aller me former, faire beaucoup de pratiques, essayer tant bien que mal d'être un artiste et de proposer un bon contenu. Moi, la première chose que j'ai fait personnellement avec mon équipe, c'est ça. Mais quand j'ai fait ça, pour l'aspect technique, je vais chercher mon ami Google, je lui demande, mais Google, j'ai un produit cool que je veux mettre sur Internet, mais je veux avoir de l'argent parce que j'avais promis à mon père que la première œuvre va payer. Mais Google m'avait donné une possibilité. Fais ceci, fais cela, fais. Je lui dis, ok, je suis patient, je fais tout. Et à un moment donné, je me rends compte que la chaîne que j'avais ouverte en 2015 et que j'avais pu monétiser la même année, parce qu'à un moment donné, vraiment, j'ai eu beaucoup d'abonnés et assez d'abonnés pour monétiser cette chaîne-là. De 2015 à 2022, j'ai eu 600 francs CFA. Avec beaucoup de vues. Bon, pas des millions comme Nix et autres. Mais on avait quand même beaucoup de vues et on savait que c'était des gens intéressés qui regardaient nos produits. Maintenant, je ne sais pas, tout ça, ça crée de la frustration. Je me suis battu avec mon ami YouTube d'abord, ensuite avec d'autres amis qui faisaient de la vente d'images, de photographies, de design, de modèles 3D, parce que tout ça, j'ai fait essayer sur le net. Et tout ça, maintenant, créé chez moi une frustration et je me suis dit, j'allais même récemment, avant d'entendre la présentation de M. Teddy, j'allais sortir une vidéo que j'allais titrer YouTube, la plus grosse arnaque en Afrique. Parce que pour moi, ces gens-là, excusez-moi, mais pour moi, ces gens-là ne faisaient que nous arnaquer. Moi, par exemple, qui n'avais pas de moyens pour faire mes films, je me battais tant bien que mal pour trouver une caméra, une tâche, tout le matériel qu'il faut, aller voir des jeunes passionnés comme moi et les pousser à venir travailler pour moi et leur dire que ça va payer. Et qu'après, lorsque je mets sur YouTube, les gens voyaient 5 000 vues, 10 000 vues. Ah, M. Ndiaye, Ahmad, on a 5 000 personnes qui ont regardé notre film, mais où est l'argent? Alors que sur YouTube, j'ai toujours 600 francs et ils aiment bien mettre 623 francs CFA. Alors, ça n'existe pas. Mais ça posait problème. Donc moi, ce qu'on pourrait peut-être proposer, c'est de laisser les artistes être des artistes. Et faire en sorte qu'à côté de chaque artiste, qu'il y ait quelqu'un, un community manager par exemple, je ne sais pas comment vous l'appelez, mais quelqu'un vraiment qui s'y connaît, qui va pouvoir vendre ses œuvres et le booster. Si je donne l'exemple sur moi, je sais pertinemment que techniquement, je sais comment ça marche, même si parfois il y a des choses qui m'échappent, mais je me dis que ce n'est pas normal. Si je mets mon film sur YouTube, c'est un court-métrage de 6 minutes, mais j'ai mis beaucoup d'efforts, j'ai mis beaucoup d'argent, j'ai mis beaucoup de temps. À chaque fois qu'une personne regarde cette vidéo-là, je dois être payé. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Je peux répondre? Oui, mais laissez-moi peut-être terminer. Parce qu'après, vous allez comprendre peut-être pourquoi je réfléchis comme ça. Parce que c'est normal que YouTube ou une autre plateforme puisse gagner de l'argent à travers nos œuvres. Mais ce n'est pas normal les types de politiques qu'ils mettent devant. Pour moi, une œuvre, c'est une œuvre. Quand quelqu'un regarde mon film du début à la fin, il n'y a pas de négociation. Pour moi, cet homme-là qui a regardé doit payer, même si c'est 1 franc. Après, YouTube va prendre les 0,8 francs. Ok? Maintenant, ce qu'ils nous disent, c'est qu'il faut que quelqu'un clique sur la publicité. Mais moi, je n'ai pas fait de publicité. Je suis cinéaste.
Peut-être aussi qu'il existe d'autres plateformes. Après, ceux qui s'y connaissent bien vont nous dire. Mais là où peut-être je voudrais terminer, c'est par rapport au contenu, à la qualité des contenus. Donc c'était ma réflexion d'avant. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que les artistes doivent se former et continuer à pratiquer pour rester des artistes. La preuve, j'ai commencé des pourparlers avec mon ami YouTube. On commence à s'entendre un peu. Parce que récemment, j'ai expérimenté avec une comptine pour enfants, comme je fais des dessins animés, et que tout le monde me disait ça, mais fais des comptines, fais des comptines. Donc j'ai testé une vidéo comme ça. J'ai mis la vidéo, avant même d'atteindre les 1000 vues, j'ai vu que les 600 francs d'avant étaient passés à 2500 francs. Après j'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mon ami qui dit pas venir après. Peut-être que c'est parce que c'est des enfants qui jouent sur la vidéo et qui touchent aux publicités, je ne sais pas, peut-être après vous allez me dire. Mais ce que je veux dire en conclusion, c'est qu'on doit faire en sorte que nous, artistes, qu'on puisse comprendre de manière plus basse, de manière plus simple, comment cette monétisation-là, ça marche. Si je vais voir la RTS ou la 2S ou bien une télé de la place pour qu'elle mette mon film, ils me disent quelque chose de clair que je peux comprendre. Mais nous, jusque-là, je pense que je ne suis pas le seul. Il y a beaucoup d'artistes qui ne comprennent pas. Je ne parle pas de l'aspect technique, hein, de comment on le fait, mais qui ne comprennent pas comment les politiques de ces plateformes-là évoluent. Merci maintenant. Oui, Ahmad, ce que vous dites est hyper intéressant et on est souvent confronté à ce type de problème. Il y a beaucoup de gens qui fantasment sur YouTube ou sur le numérique. Ça marche, mais il faut quand même un travail pour que ça marche. Il faut des astuces, il faut des tips pour que ça marche. Et il faut comprendre le business model de ces plateformes. Tu l'as dit, la réponse elle est avec toi. Tu as parlé de publicité. YouTube, ça ne marche pas par vue, ça marche par pub. Et les pubs, ça dépend des périodes. Peut-être que le contenu pour les enfants que tu as publié, que tu l'as mis en période de décembre, où il y avait peut-être une marque qui avait ciblé principalement les enfants et que ça a apporté plus. Tu vois? Par exemple, sur la période Covid, il n'y avait rien sur YouTube. Parce que Airbnb s'est retiré, Air France s'est retiré. Ce qu'il faut comprendre, c'est que YouTube, ce n'est pas une banque qui a de l'argent qui va donner. Le business model de YouTube, c'est rémunéré en fonction de la publicité que ça génère. Tu peux faire 1 million de vues au Sénégal. Le jour où on a eu 400 abonnés, j'ai quitté Mamel, j'ai quitté Philippe Maurice et j'ai marché juste Mamel, les femmes. Je marchais, j'étais heureuse et bénie par ces 400 personnes que je ne connaissais pas. Et en marchant, je me demandais quoi faire pour que ces 400 personnes-là ne soient pas déçues d'avoir cliqué sur cette chaîne YouTube. 400 personnes. Je ne parle pas de moi, j'ai fait des séries à succès. J'ai fait 0 abonnés, je voyais 1, 2 jusqu'à 400 personnes. 400 personnes. Je n'avais pas les moyens de communiquer. Je n'ai pas démarré YAI en communiquant. Je n'avais pas l'argent pour communiquer, en fait. C'est-à-dire, aujourd'hui, ça nous amène dans le deuxième truc. Vous me disiez en disant businessman. C'est quoi pour moi être businessman? Parce que pour moi, je ne parle pas forcément du digital ou autre, je parle vraiment de mon expérience personnelle parce que pour moi, si on a des personnes qui sont là, qui sont très bien, il faudrait une personne qui revienne vraiment à nous. Pour moi, le business aujourd'hui, c'est de l'éducation. L'éducation, c'est très difficile d'éduquer un enfant. Imaginez un enfant quand vous lui dites tais-toi, ne pleure pas, ta couche, il faut l'enlever, c'est difficile. Pour nous aussi, il faut qu'on fasse la même chose en fait. On veut tous être businessman, mais on a peur de ce qui fait un businessman qui est la structuration. On n'est pas structuré, il faut le dire. On a peur des papiers, on a peur des finances, on a peur de justifier les choses, on a peur de s'éduquer en fait, et de déléguer. Quand on travaille aujourd'hui, moi je ne fais pas dans de l'amateurisme, je ne l'ai jamais pu et je ne le peux pas. Même si les derniers fois, dans ma life, il signer, l'air. C'est-à-dire c'est clair. Tu signes, je t'ai donné 5 000 francs, tu le signes, c'est clair. Tu me demandes de l'argent, je ne peux pas, c'est l'argent de l'entreprise. Ok, c'est pas mon argent en fait. Je gagnais beaucoup d'argent, je me suis retrouvée à gagner moins en fait. Et à
à justifier, mon comptable, tu justifies le moindre petit truc, la moindre somme que tu sors, en fait. Parce que si on veut travailler, on veut être millionnaire, on veut être milliardaire, ton argent ne te gère pas seul. Parce qu'aujourd'hui, le business aussi, c'est ça, en fait. C'est comment tu te structures pour savoir où est-ce que tu vas et combien tu vas gagner. Plus tu te structures, plus tu connais tes charges, plus tu connais, et plus tu sais combien tu as besoin. Et en sachant combien tu as besoin, tu sais combien tu mises pour avoir plus, en fait. Et aujourd'hui, au Sénégal, il y a cette notion, et je suis désolée, je pense qu'il faut faire un œuvre national. Avec le truc de oui, je suis créateur, je sais bien faire les choses, nous les artistes, il faut arrêter ce débat-là. Pour moi, ce n'est pas le débat d'aujourd'hui. Quand tu vas dans un aéroport hors du Sénégal, tu peux faire un coin à un autre, faire 35 minutes, tu ne verras pas quelqu'un qui te parle français. Donc ça veut dire que le monde ne sait même pas que tu existes, en fait. Quand je suis arrivée dans le milieu du cinéma, les gens ont passé leur temps à me rappeler que ce n'est pas mon milieu, alors que moi, je passais mon temps à travailler pour aller de l'avant, en fait. Parce qu'aujourd'hui, dans ma vie, ma seule justification, c'est de faire ce que j'ai à faire, en fait. Parce que je sais que le monde ne me connaît pas, en fait. Et parce qu'il ne me connaît pas, je dois me battre pour au moins que mon ombre puisse sortir. Mon ombre, je ne parle pas de moi, en fait. Parce qu'aujourd'hui, on est trop autocentré sur nous-mêmes. Alors que dans un business, ce n'est pas nous et nos émotions qui comptons. On m'a insulté la saison 1 de maîtresse, j'ai fait une dépression, mais quand l'argent est venu, j'ai dit, eh, pardon, tu n'as rien compris, chérie. Retourne au charbon, on t'insulte davantage, tu vas gagner plus. Parce que le monde fonctionne comme ça, je suis désolée. L'attention aujourd'hui, c'est un business en fait. Plus on a de l'attention sur ton business, plus tu gagnes de l'argent. C'est pour ça que je dis, dans cet écosystème digital, ce qui nous manque, nous en tant qu'Africains, c'est de prendre nos émotions et nos égos et de les poser de côté et d'être dans le business en fait. Moi, mes équipes, je passe mon temps que le caméraman, que le régisseur, à lui expliquer que dans un business, tu ne peux pas me dire que boisson, il a pas de petit coin parce qu'elle a fait un bon au champ. Avec lui 2 mois, il m'a appelé, il m'a dit, je te donne 500 000 et 20% de revenus. Je lui ai dit, si le produit gagne, il me dit, tu gagnes. Si ça ne marche pas, il me dit, c'est ça. Et j'ai bossé, en fait. Parce que je savais, il y avait 2 choses. J'ai sorti mon nom, j'ai communiqué comme étant celle qui a fait le produit et j'ai bossé. J'ai bossé. J'ai bossé. C'est-à-dire le bosser là. J'ai bossé. Non, parce que ça, non. Parce que ça, j'ai bossé comme une dingue, j'ai bossé. Et quand l'argent est venu, parce que qu'est-ce qu'on donne pour avoir quelque chose? Oui, il a dit de faire du contenu. Mais quel type de contenu on donne? Tu veux faire des lyrics en faisant un truc d'amateurisme, tu prends des photos pixelisées, des trucs du genre pour le mettre, pour espérer que quelqu'un va cliquer pour te rapporter de l'argent. Non, en fait. Et pour moi, aujourd'hui, on est excellent en communication, mais il faut travailler sur nous, savoir toutes les opportunités que nous avons et savoir qu'on est capable de saisir toutes ces opportunités. Parce qu'on a un téléphone déjà. Bravo. Un jour tu te réveilles, tu as l'inspiration. Tu vas peindre. Le lendemain tu te réveilles, tu n'as aucune inspiration. Tu peux faire 1 mois sans peindre. C'est de la foutaise. Et Picasso a fait, bon je ne sais pas vraiment, mais je crois qu'il a fait dans sa vie plus de 55 000 peintures. 55 000. Si tu divises ça par le nombre d'années quand il était vieux, mais c'est vraiment incroyable. Donc cette idée qu'il faut attendre que l'inspiration arrive pour créer, c'est vraiment une idée fausse. Et c'est quelque chose qui ne va pas te servir si tu travailles en ligne. Parce que l'engagement est constant. L'engagement, c'est le business, comme disait Carista. Tu dois engager ta communauté tous les jours. Ça ne veut pas dire que tu crées tous les jours, mais ça veut dire que tu crées assez de contenu que tu peux publier quotidiennement. Par exemple, moi, comme je suis dans les NFT, j'ai toujours besoin d'utiliser quelque chose comme Twitter et Instagram pour me faire connaître. Donc il faut que je poste du contenu régulièrement. Si je ne crée pas régulièrement, je n'aurai rien à poster. Et
Mais si je ne crée pas régulièrement non plus, ça veut dire que je n'approfondis pas mes aptitudes. Et je vois beaucoup d'artistes qui sont dans ça, parce que c'est délicat. Tu te dis, j'ai une vision artistique qui est indépendante de ce que les gens pensent, mais tu ne crées pas dans une bulle, tu crées pour les gens. Donc, même si et moi je dis, si tu crois vraiment en ce que tu fais, même si ça n'a pas take off yet, que ce n'est pas rentable, continue à le faire de côté, mais aussi essaie de te rapprocher de tes fans. Essaie de voir ce que le public aime, ce qui fait réagir les gens, parce que être artiste, c'est aussi un échange. C'est pas seulement toi dans ta tête, c'est aussi cet échange-là que tu as avec ton public. Quand ils voient ce que tu as fait, qui ont du ressenti, que ce soit de la haine, que ce soit de l'amour, c'est quelque chose, c'est une réaction. Et c'est cette réaction-là qui est importante, mais tu ne sauras jamais quelle sorte de réaction tu peux créer si tu ne te pousses pas à créer au-delà de ce que tu sais faire aujourd'hui. Donc par exemple, quand j'essaie de choisir des artistes pour intégrer notre collectif, quand je vois un portfolio et je vois que la même chose, le même style, aucune évolution, c'est un red flag pour moi. Parce que je me dis, cette personne-là, elle n'a pas expérimenté. Elle n'essaie pas de pousser dans son craft, dans son art. Yes. La dernière chose que je voulais dire aujourd'hui, c'est vous parler d'intelligence artificielle. Je ne sais pas si vous êtes sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous avez vu des œuvres qui ont été faites par l'intelligence artificielle? Ouais. Une journée égale. Ça fait peur. Hein? On sait que l'ordinateur peut projeter. Il y a Internet. Je vais le faire tout de suite. Mais il y a une plateforme qui s'appelle OpenAI. Et aujourd'hui, une personne peut écrire OpenAI. Il y a Dali aussi. Oui, en fait, Dal, c'est OpenAI. Ah, ok. Il y a Midjourney, en fait, ils sont deux. Ouais. Ça fait très peur si tu y penses d'une certaine manière. Parce que si tu vas sur OpenAI aujourd'hui et que tu mets une fleur, Ils sont à la version bêta, ça va dessiner les mots sont pas aléatoires. une fleur dans le style de Picasso. Non, pas encore. Ils sont Ça plus va à la exactement bêta. répliquer le style Sinon, de il était à Picasso. la bêta, il y avait qu'une possibilité limitée de mots. Et tu écris juste des mots et ça te donne une image. Ça fait très peur. Par contre, c'est aussi une grande force si en tant qu'artiste, tu sais exploiter ces technologies-là. Donc, au lieu d'avoir peur, il faut reframe. En fait, ouais. Je vais juste compléter par rapport à YouTube, qui est la plateforme que tout le monde utilise. Surtout par rapport à mon ami qui se plaint de YouTube. Je te comprends, hein. Et moi récemment, ils représentent la principale concurrence, en fait, c'est même des plus gros artistes aujourd'hui. Leur concurrent, c'est des gens lambda qui comprennent chaque détail de cette plateforme-là et qui l'utilisent au maximum. J'ai vu récemment un YouTuber, un jeune américain, qui a fait un morceau, c'est même pas un rappeur, hein, il rappe pour s'amuser. Il a fait un morceau pour la Coupe du Monde. Il l'a publié. Le morceau avait plus de vues que même les morceaux officiels de la Coupe du Monde. Et qu'est-ce qui s'est passé finalement? FIFA a acheté le morceau. Donc c'est un YouTuber lambda qui a mis à l'amende tous les artistes. Donc ça rejoint en fait ce qu'elle dit, c'est-à-dire qu'aujourd'hui en tant qu'artiste, on n'a plus le droit d'être, en tout cas en Afrique, comme on n'est pas entouré comme, voilà, de structures comme à l'étranger, etc. On a pour devoir de s'armer, de le savoir et d'aller chercher ce qu'il y a à chercher au niveau de ces plateformes-là en fait. Un artiste n'a plus le droit aujourd'hui, malheureusement, si tu es en Afrique, de juste faire de la musique et balancer sur les réseaux pour avoir un peu de cloud, quoi. Tu es obligé d'aller plus loin que ça, malheureusement, de bosser comme c'est ça. Deuxième, c'est Runway, parce qu'il y a beaucoup de cinéastes ici. Donc Runway, c'est un outil d'intelligence artificielle pour le cinéma. Ok, le premier outil. Et donc, en fait, c'est pas les seuls. Il y a Dali, il y a Midjourney, il y en a plusieurs. Ce qui se passe en ce moment, c'est qu'il y a les algorithmes et l'intelligence artificielle est de plus en plus intelligente parce qu'on lui donne tellement de données. Chaque jour, quand vous êtes sur votre téléphone et que vous scrollez, que vous aimez des images, que vous n'avez pas d'autres images sur les réseaux sociaux, ces données-là, c'est ça qui informe ces intelligences artificielles-là. Donc pour la première fois dans le monde, on a tellement de données sur tellement de personnes que c'est possible de créer des algorithmes qui prédisent ce qu'on va faire avant qu'on le fasse. Et puis, une de ces applications-là, c'est pour les images, donc ça s'appelle Dali. Donc, comment Dali marche et d'autres outils comme ça,
c'est que vous mettez une phrase d'une œuvre que vous voulez créer et Dali crée cette œuvre-là. Donc par exemple, si je dis un chat elles sont pas très bien là, du style de Picasso. Elles le font en n'importe quelle langue aussi. Non. Et le point que je vais faire, c'est aussi pour qu'on a besoin de plus d'artistes africains qui commencent à utiliser ces outils-là. Comme ça, on a différentes données pour avoir des outputs qui nous ressemblent plus. Mais donc, ce que ça va faire, c'est que ça va prendre ma phrase et que ça va créer 4 compositions. Et si j'aime une composition, je peux générer des variations. Donc, c'est ad infinitum. Je peux faire ça pour avoir des centaines et des centaines Donc, ça veut dire qu'en tant qu'artiste aujourd'hui, c'est une chose de mettre ton pinceau sur une toile, mais c'est pas toute l'histoire. Ça ne suffit plus. Il faut vraiment avoir quelque chose à dire et d'avoir une manière de le dire qui est authentique à toi-même. Que tu utilises les réseaux sociaux, que tu utilises la blockchain, il faut vraiment construire j'aime pas ce mot, mais une brand autour de toi. Parce que si c'est une œuvre d'art, Dali peut le faire. Ouais, dans le style de Picasso. Ça a pris tous les 4 styles dominants de Picasso à différentes périodes. Par exemple, le cubisme ici, sa période plus figurative. Et donc, tu peux choisir, je veux plus de variations Et c'est complètement original. C'est, par exemple, parce que l'algorithme utilise tellement d'images derrière, donc le nombre de variations qui est possible pour cet algorithme, un humain ne peut même pas le répliquer. La définition même de l'artiste est en train de changer. Donc si vous vous ancrez sur ce qu'il faut faire il y a 5 ans, il y a 2 ans de ça, chaque jour aujourd'hui, le monde est en train de changer à une vitesse qui n'est même pas égale à ce qu'on a vu jusqu'à présent. La définition de l'artiste même change. C'est la démocratisation de l'art. Oui, et d'une manière qu'on ne peut plus dire une personne est plus originale qu'un ordinateur, parce que l'ordinateur est maintenant original. Dali, c'est un artiste at the same right as me. Le deuxième outil que je voudrais vous montrer, c'est Runway. Runway, par exemple, je ne sais pas si vous regardez les chaînes YouTube. Excuse-moi, c'est pas pour couper, je voulais juste savoir, donc là, ce que tu as généré avec Dali, ces images appartiennent à Dali. Elles m'appartiennent à moi. Ah, elles t'appartiennent. Je peux les vendre. Oh, wow. Oh, what? D'accord. Maintenant, si ça s'achète, c'est une autre question, parce qu'une personne, le prompt t'aide à marcher, tu peux faire variation, mais tu peux aussi éditer l'image toi-même. Donc ça t'ouvre l'image et tu peux dire, ce coin-là, je veux changer cette couleur, ou je veux ajouter un autre chat derrière. Donc tu continues à parler avec l'algorithme et ça ressort une œuvre d'art de plus en plus originale, le plus tu lui parles. Donc c'est de l'art en tant que tel. C'est une conversation. Oui, non, c'est flippant. Moi, je viens de voir que pour mon business, j'ai plus besoin d'acheter des tableaux. Je fais mes tableaux, je les sors pour mes décors. Et c'est pour les originaux. Ah bah oui. Incroyable. Oui. Donc, et en tant qu'artiste, moi, la première fois que j'ai vu ça, j'ai eu peur parce que je me suis dit, mais où est l'originalité, mais si tu regardes, en fait, parce que j'ai aussi un background dans la technologie, c'est des originaux, c'est pas Picasso, c'est pas un chat, c'est pas Dali. Quelques questions dans la salle? Oui? C'était la première, d'autres personnes, on va écouter d'autres personnes. Bonjour, je suis un conférencier. Franchement, ça fait vraiment un peu plaisir. On a beaucoup appris aujourd'hui, franchement, du côté de l'intelligence artificielle. Je pense que vous êtes en avance, normalement. Mais moi, je viens par rapport chez notre cher Nix, par rapport expérience. Moi, je me pose la question si les Africains, de manière générale, ça peut être des Sénégalais, des Camerounais, se positionnent de la bonne manière. Pourquoi je me dis ça? Simplement parce qu'aujourd'hui, je prends les prénoms qui sont là. Linda va créer sa structure.
Calista va créer sa structure, on aura des millions de structures qui ne pourront pas attaquer le marché, ne serait-ce que le marché africain, parce qu'elles n'auront pas l'argent, elles n'auront pas la capacité, etc. Est-ce qu'il ne faudrait pas que, comme dans les industries, on pense ensemble, en consortium, pour pouvoir véritablement toucher et résister? Ça, c'est ma première question. La deuxième question, et je m'arrête là. Quand je vous ai écouté, j'ai pensé artiste, mais j'ai surtout pensé agent d'artiste. Par rapport à notre configuration actuelle, est-ce qu'il n'y a pas une pertinence à valoriser ce métier véritablement? Merci. S'associer, oui, c'est l'idéal si on est malin, mais avec qui? Si on est prêt et que l'autre a faim, on ira nulle part. Deuxièmement, agent d'artiste, il le faut. Si on n'a pas aujourd'hui cette éducation ou cette lecture de faire des choses, il faut pouvoir en fait le déléguer à quelqu'un qui en est capable. D'où l'intérêt d'être très bien entouré par des gens dont c'est le métier. L'exemple de Rihanna, elle n'a pas fait de grandes écoles, mais elle ne recrute que les gens qui sortent des meilleures écoles pour faire son business. Mais pourtant, on a appris, hein. Franchement, on a appris. On n'a pas. En tout cas, merci. Merci à toi. Pour moi, ce qu'il faut comprendre aujourd'hui et qui a, en quelque sorte, synthétisé ce qu'on a dit, il ne suffit pas juste maintenant d'avoir du talent. Et puis, c'est très important de le souligner. Et je pense qu'aujourd'hui, moi, j'ai beaucoup réfléchi à la problématique. Il faut aussi qu'on ait une éducation financière, en fait. Parce que sans éducation financière, on aura vraiment du mal à évoluer dans le monde d'aujourd'hui, en fait. Et ça commence pour moi dès la petite enfance, en aidant les jeunes à parler budget, gérer budget, parler argent, mettre des mots sur le mot argent. Je suis sûre qu'en tant que femme, tu auras du mal à négocier ton contrat, à mettre un chiffre sur ton talent. On a tous du mal, hein, parce qu'on se dit que quand on parle d'argent quelque part, c'est mal vu dans nos sociétés. Si on veut évoluer, il faut qu'on parle d'argent, il faut qu'on soit éduqué à l'argent. Il faut qu'on saisisse toutes les opportunités qui se placent devant nous et qui concernent l'argent et quelque part notre évolution, en fait. Pour moi, c'est que ça. Moi, c'est plus une réaction qu'une question. Madame ou mademoiselle Nina, j'apprécie que vous fassiez les NFT que vous évoluez dans le domaine. Mais par contre, j'ai un peu eu du mal, j'ai bondi quand vous avez essayé de poser NFT Galerie d'art. Quand vous avez essayé d'opposer NFT et monde traditionnel de l'art. En quelque sorte, les galeries font un travail subliminal. On pourrait remettre en question la commission de 50% ou de 110%, parfois même. Mais en Afrique, nous qui sommes des intermédiaires du domaine, nous faisons en sorte aujourd'hui dans nos contrats que nous n'allons pas à 30-40, mais il y a surtout de la logistique à prendre en compte, il y a de la communication, de la production de matériel étatique, la documentation, et tout ça là, ça nécessite énormément d'argent. Énormément d'argent. Donc cet argent, il faut l'investir parfois à perte. Et c'est peut-être sur une autre exposition qu'on arrive à gagner. Donc c'est tout ça là qu'il faut tenir compte. Et par rapport à l'AI, ça deviendra tôt ou tard une forme d'expression artistique. Parce que aujourd'hui, à un moment, on a tout cassé, on a construit du béton, et aujourd'hui, ils sont revenus à mettre des végétations un peu partout. Donc, il ne sert à rien de courir, on va revenir à ce qui se fait traditionnellement. Dans tous les cas, moi, je suis beaucoup plus proche de tout ce qui est objet physique, la matérialité, plutôt que, même si je suis sensible à tout ce qui se passe dans le domaine numérique. Merci. Ça fait 6 mois, voire 7 mois que j'attends cet événement. Et vous rencontrer là comme ça, tous devant moi. Je sais que ce n'est pas une occasion qu'on a tous les jours. Et merci aussi à M. Teddy Milama, parce que c'est lui qui nous a appris depuis le début, que quand on a des opportunités dans la vie, il faut les saisir. Parce qu'il y en a d'autres qui ne se représentent pas. Donc, merci, parce que
en vous, en chacun de vous, et c'est littéral, je me reconnais, dans le sens où, à la fois, j'ai envie de faire plus tard de l'animation. Je fais un peu de peinture, donc un peu de dessin, je vais me lancer dans la peinture. J'essaie actuellement de travailler sur le rap, notamment comme mon grand insigne qui est là, Omar. Voilà. Et futur entrepreneur aussi de par ma formation de base en génie civil. Donc merci beaucoup, parce que pour un comme moi, on fait dans le domaine de l'art. Et généralement, l'adversité est beaucoup plus grande que les encouragements. Et vous êtes pour moi, chacun de vous, un encouragement par rapport à ces projets que je suis en train de mener, du moins ce que j'ai mené pendant 4 ans. Donc merci à vous, ainsi qu'à tous ceux qui ont intervenu avant vous. Maintenant, ma question, elle est relativement simple. Je suis soucieux d'apprendre. Généralement, je suis friand du travail à l'old school, donc pour ma part, le travail dur et acharné, ce n'est pas un problème. J'ai été habitué toute ma vie à cela. Au contraire, avec les outils que vous montrez là, ça rend les choses faciles. Oui, c'est justement ça, c'est juste pour ça. Maintenant, est-ce que vous êtes disposé à accueillir en votre sein, au sein de vos structures, des gens qui, comme moi, puis qu'on est tous là un peu pour ça, qui sont soucieux d'apprendre et de se perfectionner? Si c'est payant, combien? Si c'est disposé à être gratuit, combien? Et peut-être aussi, à la fin, disposé à échanger, du moins, c'est ce qu'on puisse prendre en contact pour ceux qui sont intéressés. Une petite photo pour l'avenir, parce que j'espère un jour.